Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au e-forum régional sécurité routière à Gargas. Cet après-midi, de 14h à 16h, nous sommes en direct live Twitch pour découvrir plusieurs ateliers. Et par ailleurs, vous allez me suivre tout le long de cet après-midi, découvrir le forum. Nous, du coup, retrouverons Anaïs sur différentes animations. Justement, nous avons un espace chat totalement ouvert tout le long du live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous les transmettrons aux animateurs, animatrices des ateliers qui pourront y répondre en direct, tout simplement. Et d'ailleurs, suivez-moi, nous allons voir à peu près à quoi ressemble le forum. Vous pouvez voir tout de suite qu'il y a pas mal de monde, pas mal d'ateliers. Je ne pourrais dire aucun nom de ces ateliers parce que sinon, ça serait tout vous donner sur un plateau et c'est pas le but. Justement, on attaque le premier atelier qui est stupéfiant, vitesse, règles de circulation et en plus de ça, sanctions associées dans le cadre des infractions. Et en plus de ça, est-ce que j'ai un peu de temps pour vous poser la question? Non, c'est l'atelier violence routière. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur le e-forum régional sécurité routière à Gargas et l'atelier sera sur les violences routières, présenté ici par l'adjudant Julien Martelly, c'est ça? C'est ça. Oui, de l'EDSR de Vaucluse, de la brigade motorisée des Baumettes. Bien, je vais vous donner le micro pour que vous puissiez répondre. Tenez. Allez, ok, merci. Et j'aimerais savoir en quoi, dites-moi, consiste votre structure. Alors, bonjour à tous déjà, bienvenue. Donc moi je me présente, je suis l'adjudant Martelly, je suis motocycliste en gendarmerie et je suis accompagné de deux de mes camarades aujourd'hui qui sont également un petit peu spécialisés et qui servent en unité de sécurité routière. Donc on va vous parler un petit peu d'accidentologie aujourd'hui parce que vous êtes sûrement les conducteurs et conductrices de demain. Et même si déjà vous ne conduisez pas, je pense que vous êtes au minimum des fois passager d'un véhicule. Donc comme on dit, la sécurité routière c'est l'affaire de tous. Hein. Donc on va un petit peu essayer de vous sensibiliser sur ça. Le métier du gendarme et même du motocycliste, c'est pas uniquement de la sécurité routière, mais c'est à 80% ça quand même. Donc moi j'ai un principe pour lancer le sujet. Il faut savoir qu'en France, on va dire que 9 accidents sur 10, ils ont une cause humaine, d'accord ? Dans les statistiques, c'est un petit peu ça. Je ne vais pas vous sortir de chiffres, mais en fait, c'est un petit peu ça. Il y a un accident sur 10 qui, à l'opposé, lui, a une cause extérieure, qui peut être l'environnement, une défaillance du véhicule, la météo ou autre. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que 9 accidents sur 10, c'est une faute de comportement. Donc nous, ce qu'on nous demande au quotidien, c'est de déceler, malheureusement, ces fautes de comportement pour prévenir les accidents, d'accord ? Et ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, parce que j'ai face à moi une population jeune et on tient un petit peu à vous sensibiliser. On va vous parler des excès de vitesse, de l'alcoolémie, des fautes de comportement et notamment de l'usage des stupéfiants, okay, de la conduite après l'usage des stupéfiants. Donc il faut que ce soit cet atelier, c'est un échange, hein, donc vous n'hésitez pas, si jamais il y a des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, si on peut y répondre, on le fera volontiers. Hein, okay, voilà. D'accord, et une autre question, et pourquoi du coup vous allez faire sur les stupéfiants exactement ? Alors pourquoi? Parce que, voilà, encore une fois, je vais pas vous communiquer de chiffres exacts, mais on se rend compte que nous, dans notre activité, il y a une forte augmentation des conduites addictives, ce qu'on appelle. C'est-à-dire c'est des automobilistes ou autres conducteurs de véhicules qui se retrouvent dépistés par nos services positifs aux stupéfiants. Donc c'est l'une des causes principales des accidents en France. Donc c'est pour ça que nous, on doit lutter contre ce phénomène. Déjà, je vous posais la question, est-ce que vous savez dans quelles conditions vous pouvez vous faire dépister en France par un policier ou un gendarme? Est-ce que parmi vous, sur un barrage, ouais, vous voulez dire un contrôle routier, voilà. Alors est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut des conditions très spécifiques? Est-ce qu'il faut qu'on ait des soupçons ou est-ce qu'on peut contrôler librement? Ouais, que des soupçons, uniquement. Donc je suis obligé d'attendre de voir. Ouais. Si on commet une infraction, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres conditions aussi? Est-ce que vous le savez ou pas? Si vous avez vu dans des reportages ou pas? Il y a le cas de l'accident, d'accord? L'accident, il faut savoir que vous allez être dépisté. Les deux parties, les deux protagonistes seront dépistés, d'accord? Que vous soyez victime, malheureusement, de l'accident ou auteur, vous serez dépisté autant pour l'alcoolémie que les stupéfiants.
Mais également, il faut savoir que la loi a un petit peu changé. Maintenant, on peut effectuer des dépistages d'initiative. D'accord ? C'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des contrôles, des fois, vous allez nous voir dans un rond-point et on va arrêter plutôt un véhicule blanc qu'un véhicule rouge. C'est parce qu'on a le droit librement d'arrêter le conducteur et de le soumettre à ces vérifications pour l'alcoolémie et les stupéfiants. D'accord ? Donc ça, des fois, on l'apprend un petit peu aux gens parce qu'ils ne sont pas forcément au courant des conditions de dépistage. Alors, est-ce que vous savez comment on procède après pour faire ces contrôles-là ? Vous avez jamais vu ? Ouais, les deux. Ouais, exactement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour les dépistages. Donc on vous a amené un petit kit, je sais pas. Exactement, voilà. Donc voilà, c'est un kit qui est officiel, hein, qui est agréé par l'État et qui est utilisé autant par la police que par la gendarmerie. Il faut savoir que sous un seul kit, on va détecter toutes les substances qui sont illicites en France, d'accord ? Donc qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme drogue et substances illicites ? Est-ce que vous connaissez, parce que malheureusement... Ouais ? J'ai pas entendu, pardon. Ouais, la coke, ouais, ce qu'on dit. Quoi d'autre ? Allez-y, avec vos propres noms, hein, cocaïne, héroïne, tout ce qui est cannabis, le THC, le shit, voilà. Les drogues de synthèse, voilà, ce qui peut être assimilé drogue de synthèse. Donc nous, on a moyen... par un seul kit simplifié de détecter la présence de stupéfiants dans l'organisme de la personne. Alors oui, c'est à usage unique, ouais. C'est stérile, c'est bien, heureusement c'est à usage unique. Un petit point aussi sur la législation, quelque chose qui a changé depuis quelques années. Il faut savoir qu'avant, ce qui était reproché, le libellé d'infraction, c'était la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. D'accord ? C'est-à-dire que nous, les forces de l'ordre, on devait apporter la preuve que la personne, au moment où elle conduit, elle est sous les effets de la drogue. Depuis quelque temps, ça a changé. C'est la conduite après usage de stupéfiants. D'accord ? Donc la sémantique, c'est pas la même là. C'est-à-dire que on va pas chercher à savoir si la personne est effectivement sous les effets. Parce que comme ces substances-là sont interdites sur le territoire français, on va reprocher à la personne de conduire après en avoir consommé, qu'elle soit encore sous les effets ou pas. D'accord ? Donc là, nous, notre discours aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser sur ça. Parce que, bon, bien sûr, moi, gendarme, je vais pas vous dire, ouais, vous pouvez consommer de la drogue, vous en doutez bien, c'est interdit sur le territoire. Maintenant, là où on veut vous sensibiliser, c'est que des fois, vous allez peut-être penser ne plus être sous les effets, mais vous pouvez vous faire contrôler quelques jours, voire quelques semaines plus tard, et être encore positif. D'accord ? Donc à ce sujet, est-ce que vous avez déjà entendu, vous, les délais de, comme on dit, entre guillemets, de positivité ? Ouais, 3 jours. 3 jours, est-ce qu'il y en a qui pensent plus ou moins ? Je parle, ouais, voilà, là on vous parle dans le contrôle, le test salivaire. Ça dépend pour quelle drogue, ouais. Donc 3 jours, vous pensez pour quoi comme substance ? Pour le shit, ouais. Ok. Et les autres drogues, est-ce que vous avez une idée ? Vous savez pas ? Exemple, cocaïne, héroïne. C'est un petit peu plus, d'accord ? Donc le fabricant, ouais, voilà, quelques semaines, ouais. Alors je sais pas si vous le saviez, hein. Là, ce que je vous dis, c'est pas par expérience professionnelle, hein, c'est le fabricant du test. Hein. Le fabricant du test, il va nous dire 4-5 jours après la consommation de THC, ça va ressortir positif. Les drogues dites dures, les opiacés, cocaïne, héroïne, c'est jusqu'à plusieurs semaines. 3 voire 4 semaines. D'accord ? Donc, je n'en ai jamais consommé, je n'en consommerai jamais. Mais pour en parler avec les personnes mises en cause, qui vous soutiennent que les effets sont des fois de courte durée, ils se retrouvent, pour la cocaïne, des fois 2 semaines plus tard, positifs, dans la salive. Là, je ne vous parle même pas d'un prélèvement sanguin, c'est juste dans la salive. Donc il faut se poser les bonnes questions, quoi. Okay. Alors les médicaments, quel type de médicaments ? Alors voilà. Il y a certaines. Alors voilà, donc là il y a certaines molécules, donc il faut savoir. Après, bon, moi je suis pas médecin, je suis gendarme. Je pense que quand on prescrit certaines substances qui peuvent altérer le comportement à l'encontre d'un conducteur, on doit l'informer des risques, d'accord ? Que la conduite de véhicule, c'est problématique. Et éventuellement, le médecin, il peut vous diriger vers un médecin qui est agréé par les services préfectoraux, qui va lui redonner un avis médical, savoir si la personne peut conduire ou pas conduire. Voilà. D'accord ? Parce que, bon, je n'ai pas de nom, mais je pense que si vous prenez du Doliprane parce que vous avez mal au dos, vous n'allez pas être positif au test stupéfiant. Maintenant, la personne qui est... Voilà. La personne qui est sous traitement... Exactement. Voilà. Soit c'est interdit de conduire, ou alors... Voilà. Mais encore une fois, voilà, ce test-là a été développé et homologué que pour les substances illicites en France, voilà, uniquement. Et qui altèrent le comportement, en fait, les produits stupéfiants. Est-ce que vous... Ouais.
Le CBD, ouais, on peut en parler un petit peu. Est-ce que... Voilà, donc très bonne question. Donc je vois que nous, depuis ce matin, tous les jeunes qui passent, la question elle revient régulièrement. Donc on va vous en parler un petit peu. Encore une fois, voilà, le CBD, c'est vendu en France. C'est légalisé. Maintenant, c'est vendu et légalisé quand il est vendu avec un taux inférieur de contenance de THC inférieur à 0,2%. D'accord ? Mais il faut savoir que nous, le test ne va virer que au THC. Simplement, le CBD, j'ai bien dit, ça contient du THC. Voilà. Donc après, c'est minime, mais après, selon la consommation, le nombre de, enfin, on va dire de joints éventuellement de CBD consommés, ça peut faire réagir le test positif. D'accord ? Moi, j'ai déjà fait des... Comment ? Eh bien, vous risquez que la procédure va être établie. Et donc, il faut savoir que nous, maintenant... Alors voilà, donc le petit problème c'est que vous allez essayer de vous défendre comme ça. Maintenant, nous, on doit apporter la preuve qu'il y a une consommation de THC. Comment on fait ? Nous, on le fait par le prélèvement de salive. Et le prélèvement de salive, c'est pas analysé par les gendarmes, hein, c'est analysé par un laboratoire privé qui a les agréments auprès de la justice. Et lui, il va nous rendre un rapport très détaillé qui va nous préciser si le THC présent est dû à une consommation de CBD légale ou de cannabis illégal. Ils vont pouvoir détecter, faire le distinguo dans la salive de l'origine du THC. Et doser, voilà. Ouais. Le cannabis en général, c'est oui. parce qu'il y a trop de THC, c'est ça ? Le cannabis, c'est illégal parce qu'il y a trop de THC ? Oui, c'est parce que cette substance-là est une substance psychoactive. Elle a été légalisée parce qu'il y a un taux moins élevé. Exactement, c'est ça. C'est un dérivé en fait. C'est un dérivé. Et c'est autorisé de le vendre en France à moins de 0,2% de THC. Si c'est positif, ça veut dire que ça dépasse la limite. Si c'est égalisé, Oui. Après, je vais prendre un parallèle. Ouais, je sais pas si votre question elle est. Non, mais répétez votre question parce que je sais pas si elle était entendue par. Oui, Ouais. petit aparté, si vous avez des questions, il y a des micros. Je vais vous passer le micro de Souka ou le mien. Voilà, pour prévenir si vous voulez. Voilà. Voilà, on peut éventuellement faire le parallèle avec de l'alcool, qui à la limite va lui être en vente libre pour les majeurs, hein, je rappelle. justement, sur Voilà, l'alcool, il y a des degrés. mais on peut vous reprocher de conduire un véhicule en étant alcoolisé. Donc là, le CBD, effectivement, c'est en vente libre. Vous pouvez peut-être en consommer chez vous, mais comme il contient un tout petit peu de THC, si vous en consommez trop, peut-être que votre comportement il va être altéré et il est plus compatible avec Mais la justement, conduite d'un il y a là véhicule. le problème, parce qu'ils disent que c'est légal, parce que justement, il n'y a pas assez de THC, mais vu que sur l'appareil, c'est positif, ça veut dire qu'il y en a plus que prévu. Oui. Et du coup, Oui. je pense que c'est juste un truc pour enrichir la France, plutôt. Moi, je peux pas vous dire maintenant. Parce que ça fausse. Eh oui. Ça fausse, pardon. Les pourcentages, du coup, parce que c'est des personnes qui ont une consommation de CBD justement Ouais, aussi. ça dépend où ils s'alimentent, c'est toujours pareil. Oui. Ouais, pareil. De CBD et on va dire régulière, un ou deux par jour. Du coup, ça amène à fausser en fait les Il faut savoir que actuelles. au sens légal, il me semble, dans le sang, le seuil légal, c'est 1 nanogramme par millilitre de sang de THC. Oui. Si vous faites un peu de maths, 1 nanogramme, c'est 1 millionième de gramme. Oui. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'à la moindre présence de THC, qui est une substance interdite en France, totalement, Oui, bien sûr. vous êtes en infraction. Oui, mais comme il y Maintenant, a dans des le personnes THC, il y qui a un tout petit peu, dans le CBD, pardon, il y a un tout petit peu de THC. Voilà. Que le CBD. Oui. Vous dites que le CBD c'est légalisé et qu'il y a du THC quand même dedans. Oui. Donc ça signifie que ça reste autant de temps dans le sang que si c'était du cannabis. Alors voilà, enfin, moi, mon discours initial, c'était vraiment de vous sensibiliser avec ça, avec cette problématique du CBD, parce que nous, on la rencontre lors de nos contrôles. Pensant que c'est légal et que vous pouvez en consommer, j'allais dire, autant que vous souhaitez. Encore une fois, pareil, hein, c'est en vente que pour les majeurs. Hein. Attention, parce que nous, on se rend compte que lors de nos dépistages, ça peut faire virer le test positif. Et ça reste une Si semaine dans moi, le sang. le test vire positif, je suis tenu de faire le prélèvement de salive et je suis tenu d'établir la procédure. Après, la personne s'explique hein, dans son audition. Hein, et c'est pas le gendarme qui va décider, c'est le magistrat qui est informé et qui va prendre sa décision, d'accord, de poursuivre ou non. Donc, ça Sur veut dire l'appareil, il repère la drogue exacte ou c'est en général c'est positif? Oui, alors, Ah, bon, la drogue on exacte. peut vous montrer. Hein, donc, ouais, vous le manipulez pas trop parce qu'il a déjà servi, mais voilà. Amphétamine, En fait, vous voyez, opium. la présence d'un trait, il y a 2 petits C en haut, ça veut dire que le test a fonctionné sur les bandelettes. Initialement, les 2 bandelettes sont blanches, il n'y a pas de trait rouge.
Donc il faut attendre au bout de quelques minutes que les deux traits en face du C apparaissent. Si un trait apparaît en face de l'une des substances, ça veut dire que c'est négatif. Par contre, en l'absence de trait, ça veut dire que c'est positif. Là, sur le kit qu'on vous fait passer, vous voyez qu'il n'y a pas de trait en face de THC, ce qui veut dire que c'était positif ou THC. Maintenant, ça, c'est que le dépistage. Nous, sur le terrain, on doit faire un prélèvement de salive également, avec un écouvillon qui part dans un labo. Et... Détecter de la présence de cannabis quelque part. Moi, titre perso, à l'époque du prélèvement sanguin, j'avais eu une fois un retour d'un dépistage positif, mais le prélèvement sanguin était revenu négatif. Donc là, il n'y a pas eu de poursuite, l'infraction n'a pas été constituée. Quand c'est comme ça, il est embarqué directement dans vos services? Embarqué, non, pas nécessairement. Nous, en fait, ça dépend des circonstances aussi. Hein. Je veux dire, si c'est un primo-délinquant, qu'il n'y a pas d'autres antécédents, le contrôle, ça va se passer sur le terrain. On va faire le prélèvement de salive, la rétention du permis. Il faut savoir que le véhicule part en fourrière. Que ce soit votre véhicule ou pas votre véhicule, c'est une mesure administrative, mais c'est obligatoire, on est obligé de le faire. Et après, nous, quand on a le résultat du prélèvement, on reconvoque la personne pour lui notifier. Et c'est à ce moment-là que l'infraction est constituée, parce que là, on a vraiment la preuve qu'il y avait du THC dans l'organisme. C'est après retour du laboratoire. Exactement, voilà. Que là, la personne, elle est en mesure de s'expliquer. C'est pour ça qu'il y a une audition. Elle doit s'expliquer sur sa consommation. Et nous, après, on va rendre compte au magistrat qui, lui, va prendre sa décision de poursuivre ou pas. Voilà. Merci. Ouais, je vous en prie. C'est du sport. Voilà. Donc, on a parlé ça, les stupéfiants. Donc, sous le même format, c'est un petit peu plus commun, mais les dépistages alcoolémie se font sous les mêmes conditions. D'accord. Est-ce qu'on peut refuser ces dépistages-là en France? D'après vous, ça fonctionne comment? On a le droit. Moi, vous êtes au volant, je suis gendarme, je vous arrête. Bonjour, vous voulez souffler? Est-ce que vous pouvez me dire non? Il y a une raison. Je sais pas. Donc, vous me dites non, comment je réagis, moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que vous êtes suspect. Alors, voilà. Enfin, Déjà, on pourrait penser ça. Mais je vous ai expliqué, voilà, nous, on applique le code de la route et le code pénal. D'accord? On va pas faire n'importe quoi et on va pas outrepasser nos droits. Donc, effectivement, la personne, quand on lui propose le dépistage d'alcoolémie ou de stupéfiants, il se peut qu'elle me dise non. De bonne foi ou pas de bonne foi. Moi, j'ai une seule chose à faire, c'est de lui proposer une prise de sang. D'accord? Là, pareil, deux cas. Elle accepte la prise de sang ou elle en refuse. Si elle l'accepte, c'est pas moi qui fais la prise de sang. On appelle une patrouille, on va à l'hôpital, on requiert un médecin qui va nous faire le prélèvement sanguin. Sur le moment même? Sur le moment même, ouais. Sur le moment. Il faut que la personne nous accompagne. Maintenant, si la personne refuse et le dépistage et la prise de sang, là, ça constitue une infraction, qui est le refus de se soumettre. D'accord? Et là, bien sûr, ouais, c'est rétention immédiate du permis. La suspension, vous prenez le maximum. Et je pense que les décisions du magistrat, c'est pareil. Ils sont moins cléments que quelqu'un qui a accepté de se soumettre aux vérifications. Pas, quoi, c'est ça à la fin. Voilà, faut assumer après, faut assumer ses responsabilités. Voilà. Mais on va pas vous prendre de force et essayer de vous faire un prélèvement. C'était ce que je voulais vous dire. On va pas s'énerver, si vous voulez pas, écoutez, vous voulez pas, c'est votre choix, mais moi j'informe les gens, bien souvent je leur dis voilà, ça va se passer comme ça. Et bien souvent, les gens acceptent de souffler et de faire le dépistage. C'est bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Ouais. Alors, on a un petit peu de tout, un petit peu de tout. Oui, la plupart du temps, je pense que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'allez pas perdre 5 minutes à énerver les gendarmes. Non, vous acceptez le contrôle et puis vous repartez et tout va très bien. Maintenant, des fois, c'est des gens qui, par crainte, et bien souvent, ils sont en dessous du taux en plus. Ils essayent, voilà. Non, j'essaye, je vais passer au travers, mais ça négocie pas trop avec nous en fait. Donc, on leur explique, et bien souvent, en leur expliquant, ils acceptent et ils soufflent. Voilà. Et maintenant, il faut savoir aussi que, notamment pour le cas de l'alcoolémie, si on a vraiment des éléments extérieurs dont on est sûr de nous, que la personne est alcoolisée, je sais pas, elle sent l'alcool, il y a des bouteilles d'alcool vides dans l'habitacle, elle a un comportement, il y a une infraction spécifique, c'est la conduite en état d'ivresse manifeste. Là, on n'a pas besoin de faire souffler, on n'a pas besoin de taux. Nos simples constatations, si elles sont bien établies, suffisent pour relever une infraction, quoi. Voilà. Et, je veux revenir, mais quelle est la chose la plus... la personne avec une drogue ou un alcool qui a voulu que vous avez faire le plus souvent? Le plus souvent? Ou le plus grave? Le plus souvent, on va dire, c'est le cannabis. Parce que financièrement, voilà, on voit que ça remonte un petit peu, ouais. Les deux. Voilà, des fois, il y a les deux.
Après, que pour les stupéfiants, il faut savoir que être positif à 1 ou 3 substances, au final, c'est la même chose. C'est pas plus aggravant d'avoir 2 substances. Mais on se rend compte aussi, notamment des fois, que des déclarations, des mises en cause. Souvent, dans un produit de coupe, ils vont mettre de la cocaïne pour rendre ça encore plus addictif. Donc les gens, on les entend, on leur notifie, vous êtes positif au THC et à la cocaïne. Et ils nous soutiennent. Non, mais moi, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Oui, parce que c'est mélangé, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, c'est compliqué. Ouais. Mais nous, on se rend vraiment compte de l'augmentation de ce phénomène dans l'ensemble de nos contrôles, quoi. Ouais, allez-y, oui. Est-ce qu'il y a des degrés de sanctions en rapport à la drogue ou c'est surtout au rapport au grammage? Est-ce que, genre, par exemple, la cocaïne va avoir une sanction plus lourde que le cannabis? Non, c'est pas, voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas, contrairement à l'alcool, à la limite, parce que l'alcool, vous pouvez être verbalisé, un certain taux, vous allez être en contravention, ce qu'on appelle. C'est un taux contraventionnel, vous risquez 90 € d'amende et 6 points de moins sur le permis, mais vous pouvez repartir, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Au-delà d'un autre taux, vous allez être en délit. Par contre, les stupéfiants, c'est directement un délit. Il n'y a pas de contravention pour les stupéfiants en France. D'accord ? L'usage, c'est un délit, le transport, c'est un délit, et la conduite après usage, c'est également un délit. Donc, au sens de la loi, voilà, la moindre trace dans votre organisme, vous allez être mis en cause. Du coup, c'est puni en rapport à la quantité? Non, pas du tout. Non. C'était le cas il y a quelques années, quand c'était la conduite sous l'emprise, où là on était soumis à une prise de sang, et donc on avait un dosage par le laboratoire. Et là, il y avait certains cas où il n'y avait pas de suspension, et d'autres cas où il y avait de suspension. Enfin là, ça devient un petit peu technique. Mais maintenant, il faut se dire que voilà, moindre trace dans l'organisme, c'est positif et vous êtes en infraction. D'accord, merci. Voilà. D'autres questions? On peut parler du téléphone si vous voulez. Également. Ouais, oui, pardon. oui. Déceler en un regard. On va dire qu'il y a un petit peu, ouais. Je sais pas si ouais. Oui, bonjour. L'expérience qui fait que donc on a quand même pas mal d'années d'expérience sur la route et on arrive à déceler le conducteur, tous âges, parce que maintenant la consommation de stupéfiants, elle n'est pas la règle simplement des jeunes. On s'aperçoit que c'est le segment d'âge entre 18 et 50, 60 ans. Donc le ciblage, pour nous, au départ, on le faisait un peu. Maintenant, c'est en règle générale, c'est tout le monde, quoi. Tout le monde est susceptible de consommer du cannabis. Aussi bien le cinquantenaire, le quinquagénaire, en fin de week-end. Avant, vous étiez plus ciblé sur les jeunes. Avant, c'était plus... c'est générationnel, en fin de compte. Parce que là, nous, à l'époque, il n'y avait pas tout ce stupéfiant facile d'accès que maintenant, c'est générationnel. Et vous, les jeunes qui êtes amenés à conduire, vous êtes plus à même de consommer du stupéfiant, quoi. Notamment du cannabis, quoi. Et maintenant, comme il est coupé avec un peu de cocaïne, c'est pour vous amener à la drogue encore plus dure, quoi. C'est encore plus dangereux, quoi. Et après, on perd les notions de concentration, les notions de logique, quoi. Donc ensuite, c'est pas pour rien que pour les autres. C'est très dangereux. Voilà. Et est-ce que du coup, c'est possible que vous reparliez du téléphone? On peut. on peut. Ouais, donc voilà, on va sur un sujet un peu plus léger, mais qui malheureusement est cause d'accident, c'est l'usage du téléphone. C'est une infraction qui est en roulant, bien sûr. Donc des fois, les gens n'ont pas connaissance exactement. Donc on va préciser. Il faut savoir que l'infraction, c'est l'usage du téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Aujourd'hui, un smartphone, ça ne sert pas qu'à téléphoner. D'accord ? Je prends toujours l'exemple. Moi, j'ai un enfant un peu plus jeune que vous, mais il a un téléphone, je vois son activité. Il ne m'appelle jamais, mais pourtant, il doit utiliser son téléphone 10 heures par jour. Donc je ne sais pas ce qu'il fait avec. Voilà. Donc je prends cet exemple-là. Voilà. Donc c'est pour ça que le législateur s'est dit, aujourd'hui, un téléphone, ça ne sert pas qu'à téléphoner. Donc il n'y a pas uniquement le conducteur qui a son téléphone à l'oreille comme ça qui peut être arrêté. C'est le simple fait d'avoir le téléphone en main. Je prends mon téléphone parce que j'ai reçu un SMS, je vais voir qui c'est, une fraction de seconde. Nous, on est en patrouille caché, parce que les motards, c'est pas bien, mais on se cache. C'est pour faire notre travail. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on vous voit une fraction de seconde avec le téléphone en main, eh ben c'est une infraction, d'accord ? Alors voilà, après, légalement, il faut savoir que vous avez le droit d'utiliser soit le kit Bluetooth du véhicule, où vous paramétrez votre téléphone et vous pouvez répondre avec les commandes de la voiture. Sinon, ce qui est encore légal, c'est un support. Vous avez le droit, vous savez, un support avec une ventouse là, ou sur l'aérateur. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez le téléphone, il sonne, j'appuie, je réponds. Ouais, c'est pas je décroche, allô, parce que là c'est pas bon. Okay, voilà, c'est juste une fraction de seconde, vous touchez pour répondre, ça c'est légal, il n'y a pas de souci. C'est bon.
qui est pas mal. Mais des fois, il faudra venir en patrouille avec nous, parce que des fois je comprends pas, parce que des gens ont un passager, mais ils continuent à téléphoner. Donc le passager ne doit pas avoir les mains, ou je sais pas, il peut pas répondre. Tout ce qui est dispositif aux oreilles, oreillettes, AirPods, il faut savoir c'est interdit, d'accord, c'est une infraction spécifique. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est activité visuelle, auditif, rien ne doit être posé sur soi, quoi. Voilà. On doit avoir les deux mains sur le volant pour passer des vitesses, mais surtout rien à voir dans les oreilles, rien à voir qui gêne, qui perturbe la conduite. Parce qu'il y a, comme on en parlait, il y a un appel furtif qui ne nécessite pas de concentration. Mais l'appel en agglomération, en milieu urbain, qui nécessite une concentration, même en Bluetooth, c'est quand même perturbant. Vous avez besoin de vous concentrer à répondre à des questions un peu importantes, et des fois, même en ayant le Bluetooth, on n'est plus concentré à la conduite. Et bon, là, c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Mais surtout, rien à voir dans les oreilles et avoir les deux mains sur le volant. Ça. Nous, on a souvent l'argument, c'est que, bon, je le disais avec humour, un peu, on se cache, mais des fois, nous, les motards, on se cache pas. J'ai une moto, vous la voyez, elle est ici, elle est bleue et jaune. On est à 2 minimum, on est au bord de la route et les gens passent. Ils sont occupés avec leur téléphone, ils ne nous voient même pas. Ils sont passés, pourtant on est visible, quoi. Donc c'est pour ça que je leur prouve que leur attraction, ils sont distraits en fait par leur activité. Et il faut savoir aussi que ça se durcit un petit peu parce que l'usage du téléphone cumulé à une autre infraction, ça va entraîner la rétention immédiate du permis. Je prends un exemple, je suis en patrouille, je surveille un feu rouge qui fait vert, orange, rouge, et à un moment il y a une voiture qui passe au rouge et en même temps elle a le téléphone en main. Moi quand j'y vais, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est que je vais retirer le permis pour 1 mois de suspension. D'accord ? Là les gens ne sont pas forcément au courant, ils ne comprennent pas. Mais je vous rends quand le permis ? Mais non, mais c'est de suite. Je suis désolé, mais c'est de suite. D'accord ? Voilà. Oui. Et un motard avec un intercom, c'est pareil ou c'est plus... Alors l'intercom c'est toléré, type Cardo. La meilleure des preuves, c'est que nous, en dotation, en service, on en a un pour connecter notre téléphone de service. Maintenant, ce qu'on peut être amené à verbaliser, c'est certains conducteurs de 2 roues qui ont les casques, vous savez, un petit peu ouverts et qui calent le téléphone dans l'oreille. Voilà. Donc ça c'est verbalisable. C'est verbalisable. Voilà. C'est verbalisable. Voilà. Mais voilà, encore une fois, nous, le sens de notre discours, avant tout, c'est on veut dire, ça va vous distraire une fraction de seconde. Et des fois, c'est la seconde de trop, quoi. Okay, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Okay. Voilà. Eh bien, merci. Merci. Il y a d'autres questions ou pas ? Non. Non. Merci d'avoir participé. Je vous en prie. Et merci à vous. Et j'espère que la journée se passera bien pour que vous tous. Que vous ne croiserez pas ? Non, c'est pas ça. Ah, quand même. Non. Recroiserez pas, alors non, en moto, non, mais là, oui, dans ce cadre-là, tout va bien. Ok, pas de souci. Voilà, et on se retrouve sur le e-forum régional sécurité routière, juste après ces quelques clips. Voilà, merci à vous. Ok, voilà. Merci à vous.
à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le live Twitch. Le e-forum régional sécurité routière continue. Justement, avec nous, nous avons Joël Pérez, directeur de la mission locale du Luberon. Comment allez-vous ? Écoutez, bien, Chouka, très très bien. Ça va très bien, merci beaucoup, merci. J'ai des questions pour vous. Pouvez-vous nous présenter la journée mobilité et sécurité routière ? Alors cette journée, c'est la 3e édition en fait, 3e édition d'une journée de prévention et de sécurité routière que nous organisons depuis le début avec beaucoup de partenaires. Donc il y a les pompiers de Vaucluse, le SDIS, le service départemental d'incendie et sécurité, SDIS de Vaucluse. Il y a la gendarmerie nationale qui est présente, il y a une association qui s'appelle Vigiroute Plus Sûr. Il y a également les services de la préfecture de Vaucluse, le service de sécurité routière. Et nous avons ici présents plusieurs ateliers qui sont menés par tous ces partenaires-là pour que les jeunes soient sensibilisés à la prévention routière. Et j'ai une deuxième question. Qui sont les partenaires de cette journée ? Alors, comme je le disais, les partenaires sont ceux que je viens de citer, qui nous accompagnent d'une année sur l'autre. Cette année est un peu particulière, puisque cette année, nous avons donc évidemment mobilisé les jeunes qui sont accompagnés par notre mission locale du Luberon, mais également mobilisé les partenaires, les collègues, des autres missions locales de la région PACA. Donc des missions locales d'un peu partout de la région PACA sont ici présentes. Ils ont accompagné leurs propres jeunes. On a par exemple la mission locale de Cannes, la mission locale du Var, des missions locales aussi des Bouches-du-Rhône qui sont présentes. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 jeunes ici, sur le site de Gargas, et qui partagent donc cette journée et qui se rencontrent aussi, parce que c'est aussi un bon moment d'échange et de rencontre, et qui sont tous sensibilisés donc à cet objet que j'appelle de prévention routière et de sécurité routière. Et enfin, pour terminer, qu'attendez-vous de cette journée ? Alors nous, vous savez que la mission locale du Luberon a développé beaucoup de dispositifs en faveur de la mobilité des jeunes. Je pense bien évidemment à notre auto-école, qui est aujourd'hui opérationnelle depuis plus de 6 mois, mais aussi donc tout un tas de dispositifs qui amènent les jeunes donc à obtenir le permis de conduire. Et autour de cela, on a des simulateurs de conduite au sein de la mission locale, en permanence sur nos antennes, mais on est aussi conscient qu'une fois le jeune ayant obtenu son permis de conduire, il faut qu'il soit sensibilisé aux dangers de la route et à la prévention routière, et aussi à pouvoir secourir au cas où le cas se présenterait, en tout cas, d'un accident de la circulation pour qu'il puisse intervenir et sauver des vies. Donc on trouve ça très très important. Merci beaucoup Joël d'avoir répondu à ces questions et on vous souhaite un très bon forum. Merci à vous. Au revoir. Alors, je vous propose maintenant de rejoindre Anaïs au prochain atelier qui est inculquer les gestes et bons réflexes à avoir lorsqu'on est primo arrivant sur un accident de la route, se protéger, protéger la zone d'accident, protéger les victimes, alerter les secours. Cela s'apprend bien évidemment. Nous sommes tous débutants et nous ne sommes tous pas préparés à ça. C'est l'atelier Premier Secours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons sur l'atelier Premier Secours animé par le lieutenant ici présent qui est le lieutenant adjoint au chef Ludovic Cantanède, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Cantanède, excusez-moi. Cantanède du centre d'Apt des sapeurs du pompier. Du coup, enchanté. Je vais vous donner le bon micro, tenez. Parfait. Bonjour tout le monde. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Alors, quelle est notre mission aujourd'hui ou notre mission en général En général. Alors, nous, donc, on est les pompiers du secteur d'Apt. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis l'adjoint au chef de la caserne. D'accord. Donc, nos missions, c'est essentiellement des missions de sécurité civile, donc du secours à personne, l'intervention sur les incendies, sur les catastrophes naturelles, ce genre de choses. Voilà, pour rester généraliste. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les catastrophes naturelles ?
Alors les catastrophes naturelles ou technologiques, donc ici on est une zone qui est forcément soumise aux aléas climatiques. Donc par catastrophe naturelle on entend les inondations, on entend les feux de forêt, donc on est sur des secteurs où le risque est prégnant. On pourra avoir d'autres catastrophes naturelles comme les mouvements de terrain ou les tremblements de terre. Voilà, c'est un peu d'actualité avec ce qui s'est passé dans l'ouest de la France. Donc voilà, après il y a tout un tas d'autres risques naturels qu'on pourrait rencontrer, mais pour lesquels on n'est pas exposé dans cette zone. Donc, Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous diriger vers ce type de métier-là et pas un autre? Alors moi, mon choix, il s'est très vite orienté là-dessus, puisque après mon bac, moi j'ai intégré directement la profession. J'ai passé mes concours et du coup j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Et ce qui m'a motivé, c'est l'opportunité de me sentir utile, de pouvoir porter assistance aux personnes. C'est un métier qui est très diversifié, qui est très enrichissant au contact de l'autre. On travaille en équipe. Alors même si mon profil du jour est plus trop révélateur, mais c'est un métier où on bouge, où on fait du sport, voilà, où on a de l'adrénaline finalement, et que c'est vrai que voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à choisir ce métier, voilà, et qui me fait me lever avec plaisir tous les matins. D'accord. Et est-ce que vous entendez bien avec votre équipe? Oui, alors aujourd'hui je suis dans des fonctions de management, donc la gestion, voilà, on va pas se mentir, il y a aussi des jours où on s'entend moins bien, mais c'est ce qui fait avancer les relations humaines. Après oui, on est tous là pour un objectif commun, c'est porter de manière efficace secours aux victimes qui en ont besoin. Donc voilà, à partir du moment où l'objectif est commun, c'est des fois les chemins qui sont différents, mais on arrive toujours à s'entendre. Et oui, il n'y a pas de problème, on s'entend tous bien. C'est important, la cohésion dans notre métier, c'est essentiel. D'accord. Parce que du coup, c'est plus important la cohésion dans celui-là pour du coup être que les gens puissent nous comprendre. Pardon, j'ai excusé. Pardon, c'est plus important pour que les gens puissent nous comprendre. Qu'ils puissent nous comprendre? Oui. Enfin, entre vous et... Nous, c'est important qu'on travaille en cohésion et qu'on se connaisse, parce que on vit aussi des situations difficiles. Hein. Alors c'est pas toutes nos interventions qui sont difficiles, mais on est souvent confrontés. Et aujourd'hui, la thématique des accidents de la route, notamment, c'est souvent des scènes compliquées à vivre, et que la cohésion, aide à surmonter ces événements. On reste des hommes et des femmes comme chaque citoyen, et que voilà, c'est en fait la cohésion, l'esprit d'unité qui nous aide aussi à surmonter ces situations-là. Donc c'est très important. D'accord. Et est-ce que par exemple, vous pouvez nous en dire plus sur quel matériel vous avez apporté? Alors là, on a sorti essentiellement du matériel là, sur la table qui est lié à la thématique qu'on présente, c'est-à-dire du matériel de protection essentiellement. Et là, un sac, ce qu'on appelle nous sac premier secours, qui est un sac d'approche. Avec, on pourrait l'ouvrir pour que ce soit plus visuel, mais... Donc l'idée, c'est de trouver de manière très brève l'essentiel du matériel qui va nous aider à faire l'abordage d'une victime, voilà, sur la route ou même à domicile. Hein. Donc on va dire que c'est le matériel de base quand on part à l'ambulance, qu'on emporte avec nous pour accéder à la victime. Voilà. Donc on a de quoi faire des pansements, on a de quoi prendre des constantes vitales, prendre la tension, voilà. Faire un garrot. Mais est-ce que la tension, du coup, vous devez faire dans quelle situation? En fait, dès qu'on intervient, on prend ce qu'on appelle des constants, donc on contrôle le taux d'oxygénation du sang, on contrôle la tension artérielle, on contrôle le pouls, voilà. En fait, quand on prend en charge des victimes, quel que soit le motif d'appel, on fait toujours ce qu'on appelle un bilan, qu'on transmet ensuite au SAMU, SAMU ou un médecin du coup à lecture de notre bilan, et qui nous permet après, de nous orienter sur un centre hospitalier ou pas, en fonction de la gravité des éléments qu'on a pu remonter. D'accord. Et pourquoi est-ce que, c'est bizarre question, mais pourquoi est-ce que c'est rouge et pas une autre couleur Non, parce que je pense que le choix du fournisseur, là, si vous voulez, alors le Covid est venu accentuer la chose, mais on cherche des matériaux qui sont facilement nettoyables et qu'on puisse. Donc là, le choix de la matière, après la couleur rouge. Ça date, c'est vieux chez les pompiers, ça date des premières pompes tirées par les chevaux. Wow. Qui avaient, voilà, c'est la couleur rouge, c'est pas forcément la couleur la plus visible, mais c'est la couleur historique, on va dire, des pompiers en France. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on renforce quand même pour être plus visible sur les routes. On met de plus en plus de marquages fluo et rétro-réfléchissants. Parce que voilà, même si la couleur originelle des pompiers c'est rouge, on essaie de renforcer notre visibilité, notamment sur la voie publique. D'accord.
C'est juste une question de temps. Et du coup, j'aimerais voir comment par exemple se passe l'atelier là, actuellement. Comment cette... Excusez-moi, j'ai pas... Par exemple, est-ce que c'est possible que je puisse écouter et leur passer le micro également, s'ils sont d'accord? Bah, ouais, je pense qu'ils seront d'accord. Alors après, allez-y, si vous voulez poser des questions. Vous voulez que je leur passe le micro? Oui, également. Si tu veux. Par exemple, du coup, en quoi consiste là l'atelier? Parce que du coup, qu'est-ce que vous avez expliqué en amont? Alors là, l'atelier, il va consister à faire de la prévention routière sur les risques vraiment d'accident de la route, sur les premières actions pour faire de la protection. Pour faire de la protection, après, on va appeler. D'accord. Comment appeler les pompiers et les premiers gestes de secours en tant que secouriste isolé. D'accord. On appelle le PAS, protéger, alerter, secourir. Et du coup, là, vous avez mis dans le camion du matériel spécial Alors, on leur fait visiter aussi le VSAV, donc le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, pour leur montrer un peu comment les sapeurs-pompiers sont équipés dans le Vaucluse. D'accord. Et du coup, oui, votre collègue me disait que vous avez mis plus de bandes réfléchissantes parce que c'était pour la route, et c'est ça? Alors ça fait partie de la protection collective pour nous pouvoir intervenir en sécurité et également éviter le suraccident pour que les véhicules de secours soient vus par les autres usagers de la route. D'accord, oui, donc c'est mieux, ça évite... Ça évite le suraccident parce que le flux de véhicules Même quand on ouvre une porte, là vous voyez, on a même des bandes rétro-réfléchissantes sur les parties saillantes qu'on pourrait, voilà, de sorte à ce que même une porte ouverte, en fait, on conserve de la visibilité pour les usagers qui seraient amenés à venir. Parce que du coup, même pendant la nuit, par exemple, là, à cet endroit-là, c'est pour éviter... Tout à fait, la nuit c'est réfléchissant. C'est réfléchissant, donc quand il y a un phare qui va venir sur cette partie-là, ben, ça sera visible de loin. Et en fait, c'est étudié, vous voyez, même si on ouvre complètement la porte, c'est toujours pareil, en fait, même porte ouverte, on a toujours un report de ces bandes rétro-réfléchissantes pour être visible, voilà, quelle que soit la configuration du véhicule dans son exploitation. Parce qu'avant, c'était pas comme ça, enfin, les bandes... disons que depuis j'allais dire, les années 2003-2004, il y a eu un groupe de travail qui a été constitué en France pour améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers suite à divers accidents. Et c'est comme ça qu'on est venu améliorer la visibilité des véhicules, des personnels, voilà, pour éviter ce genre d'accident, notamment un accident tout proche ici, à Loriol, dans le département de la Drôme, où 5 pompiers sont décédés lors d'un accident routier. Justement, pas à cause, mais le fait qu'il n'y avait pas les... Alors, non, la cause, c'était pas l'absence de marquage, mais on va dire que le fait d'être mieux vu, c'est aussi mieux prévenir le risque d'accident. Voilà. On ne peut pas dire que le fait que ça n'existait pas auparavant, ça a généré l'accident, mais voilà, c'est des outils qui nous servent à être mieux vus, comme nos tenues, aujourd'hui elles sont rouges. Enfin voilà, on a tout un tas tous nos matériels, en tout cas, évoluent dans le sens de la visibilité pour être mieux vu des usagers, ou même nous dans nos engagements pour être mieux vu de l'extérieur. C'est un plus qui nous permet d'éviter le suraccident et de tout mettre en fonction pour préserver la vie des sapeurs-pompiers et des intervenants de la route. Il y a peu de place et que du coup tout est réparti en fonction des problématiques qu'on a à gérer. On a dit la partie traumatique, oxygénothérapie, tout ce qui est problèmes respiratoires, tout ce qui est plaies, saignements. Voilà, on a des colliers cervicaux. Alors ça, c'est un outil qu'on va mettre plutôt dans les accidents de la route. Tiens, c'est bien d'en parler. Lorsque la victime, par exemple, est toujours dans son siège au volant, en fait, ça va venir se placer dans le dos de la victime. Ça va prendre tout son thorax et ça va nous aider à sortir la victime du véhicule. Pardon, oui, je peux. J'ai pas une grosse voix, mais j'aime pas trop avoir le micro là. Voilà, ça. Après, ça, c'est les tétières que l'on met, en fait. Vous savez, dans les films, on voit toujours des planches jaunes, on l'a dessous, là. Ce qu'on appelle le backstrap, là, comme dans les films américains. Ça, en fait, ça vient immobiliser la tête de la victime. Voilà, donc ça, on l'a dit, c'est tout ce qui est vomissement, aspiration des voies respiratoires.
On a encore du matériel dans un coffre latéral. Là, on a une sacoche rouge juste derrière vous. C'est pour tout ce qui est les tueries de masse, les trucs où il y a beaucoup de saignements, il y a beaucoup de garrots dedans, tout ça. Vous avez vu le sac d'abordage rouge là-bas. Le sac rouge qu'on a sorti, c'est notre. En fait, quand vous voyez les pompiers, on a tout le temps ce truc-là sur le dos. Parce que c'est notre sac de première intervention. Dedans, on a les trucs de base, des pansements, poser des garrots, voilà. Mais surtout, prendre ce qu'on appelle les constantes, c'est-à-dire les premiers chiffres sur une victime. C'est quoi les chiffres pour nous? Ça va être sa tension, son pouls, ça va être sa saturation en oxygène, ça va être sa glycémie, son taux de sucre dans le sang, et sa température tympanique. En gros, c'est ça le combo de base, quoi. C'est un outil qui donne une indication. Après, en termes de fiabilité, c'est vrai que nous, notre employeur le dit, si tu veux, les pompiers, on se doit de travailler avec le matériel qu'on nous met à disposition. Mais c'est vrai que nous, des fois, on va à domicile chez des gens, ils ont des tensiomètres automatiques, les gens ils sont vachement équipés maintenant. On peut s'aider de ces outils-là, si tu veux, mais quand il y a un doute, on préfère poser notre matériel à nous. Et après, il y a encore un sac rouge derrière vous. Là-dedans, c'est le sac d'oxygénothérapie. Il y a une bouteille d'oxygène. De quoi assister la ventilation d'une victime. Encore quelques colliers cervicaux. Et voilà. Sur les cas un petit peu plus graves, on va dire qu'on sort, nous trois de l'ambulance, avec ces deux sacs-là. C'est le matériel de base, on va dire. Ok. Et après, on n'a pas montré le petit appareil rouge à gauche. C'est notre défibrillateur. Voilà. Puisque dans chaque ambulance, on a un défibrillateur semi-automatisé. Donc c'est-à-dire que dans le grand public, quand vous allez à Mistral 7 ou ce que vous voulez, vous décrochez le défibrillateur du mur. En fait, il se met tout seul à parler, il vous guide complètement, il est tout automatique, d'accord? Exactement, il vous parle, il y a des schémas suivant les constructeurs. Alors que le nôtre, c'est nous qui décidons si on choque ou pas. Il a les retours micro, d'accord? C'est bon? C'est stressant. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pardon, je t'agresse, excusez-moi. Non, c'est vous les stars. Il n'y a pas de questions. D'accord. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a... Oui. J'espère pouvoir répondre. J'espère aussi. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'il y a que de la place que pour un lit? Enfin, il y en a un et... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais... Une victime. Oui. Voilà, c'est-à-dire que nous, la prise en charge, le nombre de victimes à prise en charge dans une ambulance, c'est une victime grave, on va dire, d'accord, qui nécessite vraiment des gestes de premier secours. Mais il nous est toléré de transporter 2 blessés très légers, tant qu'on ne dépasse pas en fait la capacité d'accueil au niveau des ceintures de sécurité, puisque même la victime, vous voyez qu'il y a un système de ceinture 3 points, un peu comme en rallye. Oui. Il faut que tous nous et la victime ou les témoins, la famille qu'on transporte, il faut que tout le monde soit ceinturé dans le véhicule dès lors que l'on roule. C'est ça la problématique. Ça répond à ta question ou pas? Oui, merci. Et du coup, dès qu'il y a une victime, il faut du coup lui mettre les 3 ceintures là? Oui, quand elle est carrément blessée? Que quel que soit le matériel que l'on met en œuvre, même si on met le matelas, pardon, plus près, le matelas immobilisateur, on met la victime sur ce matériel-là, sur notre brancard, et à la fin, on vient quand même immobiliser la victime avec nos 3 points de sécurité. Parce que si on a un accident pendant le transport du lieu de l'accident vers l'hôpital, il faut que, toujours pareil, dans l'idée d'éviter le suraccident, il faut que notre victime elle soit au maximum protégée, quoi. Oui. D'accord? D'accord. C'est bon ou pas? Elle a l'air surpris. Oui, parce que j'ai aussi une autre question. Oui. Est-ce que du coup ça ressemble à un instincteur, mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est ce que je me disais. C'est une pompe qui ne permet pas de gonfler, mais c'est une pompe qui permet d'enlever l'air qui est emprisonné dans ce matelas. D'accord? Ce matelas, en fait, il est semi-rigide. Il y a plein de petites billes en plastique à l'intérieur avec un petit peu d'air. On le pose au sol. On vient cueillir la victime, que ce soit assise dans un véhicule ou allongée au sol. D'accord? On vient la poser délicatement sur ce matelas. Là, c'est pareil, il y a tout un système de sangles à mettre en œuvre. On vient bien plaquer les bords contre la victime, bien prendre la forme de la victime avec éventuellement ses traumatismes. D'accord, ah oui. Et à la fin, on branche la pompe et on enlève l'air dans ce matelas.
D'accord. Ça veut dire que ce matelas, à la fin, il devient complètement rigide. Ok. Il épouse les formes de la victime et ses traumatismes. D'accord. Et ça nous permet de stabiliser, si vous voulez, tous les traumatismes, toutes les fractures potentielles que peut avoir la victime. Et on évite d'aggraver l'état de la victime. Merci. C'est toujours le mot, la phrase qui ressort en secourisme, éviter d'aggraver l'état de la victime. D'accord. Autre question? Alors attendez. Oui, une autre question. Du coup, qu'est-ce que sont ces... pourquoi il y a du chlorure de sodium? Ça sert à quoi exactement? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des solutés, hein, c'est des perfusions qui sont... Alors, par le passé, on en avait plus que ça, on avait plusieurs types. Et maintenant, c'est vrai que le soluté de base que l'on a dans les ambulances, c'est ce qu'on appelle vulgairement du salé, hein, c'est du chlorure de sodium. Et en fait, c'est à disposition d'une équipe médicale qui vient nous appuyer sur intervention. Et lorsqu'ils posent une perfusion sur une victime, en fait, ils vont utiliser ces flacons-là. Donc, par exemple, c'est pas nous qui les posons. On les transporte dans l'ambulance, ces solutés, mais c'est pas nous on n'a pas le droit, nous, sapeurs-pompiers, de poser une voie, ce qu'on appelle, certes, de poser une perfusion sur une victime. Mais c'est à disposition ici. Voilà. Après, le salé, il peut nous servir à d'autres choses. Hein. Ça peut nous aider à nettoyer une plaie, peut-être, ou voilà. Et comment on fait pour devenir sapeur-pompier exactement? Je ne sais pas d'où vous avez commencé. Alors, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers, pour le Vaucluse, hein, donc vous avez des sapeurs-pompiers volontaires ou des sapeurs-pompiers professionnels. D'accord. Donc, sapeurs-pompiers professionnels, nous sommes des fonctionnaires territoriaux, donc employés par le SDIS 84, service départemental d'incendie de secours, et payés par le département. D'accord. Et donc, du coup, on rentre sur concours, comme n'importe quel fonctionnaire. Okay. C'est un concours. D'accord. Donc c'est des concours qui sont organisés localement, soit dans le Vaucluse, soit dans un département proche, parce que les départements s'associent pour faire un gros concours. C'est le cas très prochainement, où je crois que le 13 est associé avec nous et avec d'autres départements. Voilà. Donc ça, c'est pour rentrer, j'ai envie de vous dire, sapeur-pompier catégorie C, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comme moi de base. Ensuite, il y a la catégorie B, comme dans toute fonction publique. Donc, par exemple, c'est le cas du lieutenant qui est adjoint au chef de centre d'APT derrière moi. Voilà, lui, c'est une catégorie B. On peut rentrer directement sapeur-pompier lieutenant via un concours externe de lieutenant. Il y a également la possibilité de rentrer capitaine de ce qu'on appelle catégorie A, et là, pour un concours de niveau A. Voilà. Ensuite, à côté de tout ça, il y a les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont en quantité plus importante, comme partout en France. Là, du coup, les critères, en fait, il y a tout d'abord une visite médicale. Il y a l'âge minimum requis, qui est de 16 ans. Il faut le PSC1. Et ensuite, il faut se rapprocher de sa caserne la plus proche. Donc voilà, quand on entend par plus proche, généralement, ça dépend des chefs de centre, mais généralement, on dit qu'il faut être à peu près moins de 10 minutes de la caserne. Sinon, si on est trop loin, ça ne sert à rien. Et donc aller récupérer un dossier, remplir un petit dossier administratif, et ensuite on est convoqué ou pas par le chef de centre pour subir un petit entretien avec quelques tests. Il y a un petit test écrit très facile et un petit test physique, d'aptitude physique. Et du coup, le PS1, c'est déjà... Le PSC1? Oui, pardon, le PSC1, c'est le premier secours civique. Donc c'est en fait tout ce qu'ont les jeunes que l'on a eu aujourd'hui. Puisqu'apparemment, ils nous expliquaient que dans le cadre de la mission locale, ils avaient tous le SST, sauveteur secouriste du travail. En fait, le SST, c'est un PSC1 amélioré avec un petit peu de prévention des risques. D'accord. Voilà. Et du coup, si j'ai bien compris, il faut ça pour... Oui, il faut au minimum le PSC1 pour prétendre à devenir sapeur-pompier volontaire. Et lorsque vous serez recruté sapeur-pompier volontaire, dans le cadre du cursus de formation initiale, on vous fait passer le niveau secouriste en équipe. Puisque nous sommes juste au-dessus, en fait, on fait du PSC1 amélioré. C'est-à-dire qu'on est des techniques à 2, à 3, et on utilise du matériel qui est un petit peu plus complexe. Par exemple, nous, on ne fait pas de bouche à bouche, on utilise ce qu'on appelle un bas-vu. C'est-à-dire que c'est un ballon qu'on vient écraser avec la main et qui envoie de l'air, de l'oxygène dans les poumons de la victime. Et est-ce que du coup, comment on fait si la personne, elle veut être sapeur-pompier, mais qu'elle n'a pas réussi, mais elle a été inapte au test du médecin?
Ça peut arriver, par exemple, pour des problèmes de vue. Donc ça peut se corriger. Ensuite, ça c'est vraiment du médical. Hein. Il faut voir la raison du refus. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Ça peut être pour un problème de gabarit dans certains cas, mais ça devient de plus en plus exceptionnel. Hein. On est vraiment en manque de sapeurs-pompiers volontaires. Et j'ai envie de vous dire qu'on est preneur de toute bonne volonté. D'accord. Tant les effectifs manquent, quoi. Et dès lors qu'on a un peu de motivation, un minimum l'esprit de don de son temps perso, un petit peu sportif, voilà, ça matchera, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous vouliez être pompier? Pourquoi est-ce que je suis sapeur-pompier? Oui. C'est une longue histoire. Ah. Hein. Moi, ça a été un petit peu par accident. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que dans la vie, c'est jamais un peu le fruit du hasard. Mais moi, j'avais fait des études dans le cadre de la prévention des risques professionnels après le bac. Là. J'avais fait l'hygiène sécu, parce que les années 90, c'était un peu la mode. Et j'ai côtoyé des sapeurs-pompiers en particulier qui préparaient le concours d'officier. Et moi, je ne connaissais pas du tout les pompiers. Et dans mon petit village, qui n'est pas très loin d'ici, en fait, la caserne où il n'y avait que des volontaires était en complète reconstruction. Il y avait l'effectif qui redémarrait de quasi zéro. Oh. Et je me suis dit, c'était donc en 95, j'avais 21 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Et du coup, pompier volontaire et ensuite concours de pompier professionnel en début 2000. Et j'ai été recruté pompier professionnel en 2002. Voilà, sur un premier poste à Avignon. D'accord. Et après, du coup, vous avez continué, par exemple, pour monter les grades ou alors Oui. Alors, c'est-à-dire que que ce soit volontaire ou professionnel, les grades et les fonctions sont les mêmes. J'ai envie de dire, les modalités d'obtention sont un tout petit peu différentes et sont un petit peu plus, entre guillemets, faciles chez les volontaires. Puisqu'un pompier volontaire, c'est de base normalement quelqu'un qui a déjà un emploi, ou qui est en recherche d'emploi, ou qui est étudiant, à la différence de nous qui ne faisons que sapeurs-pompiers. D'accord ? D'accord. Voilà, mais du coup, alors, nous à l'époque, on rentrait homme de base, hein, c'est-à-dire deuxième classe, première classe. Et puis petit à petit, j'ai monté. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. De vous intéresser. Merci. On se retrouve sur le e-forum régional sécurité routière juste après ces quelques clips.
Premier Secours. Vous avez pu voir en direct l'atelier Premier Secours avec Anaïs. Mais vous savez quoi? Vous n'avez absolument rien vu. C'est pour ça que je vais vous emmener avec moi maintenant. Et justement, nous sommes à côté de la voiture tonneau qui est juste là. Et je suis accompagnée de Xavier. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Alors j'ai juste quelques questions pour vous. Et je n'en ai qu'une seule. En quoi consiste la voiture tonneau? Alors d'abord, avant de faire la voiture tonneau, on va travailler sur le port de la ceinture de sécurité. Donc on va travailler avec les jeunes qui sont avec nous pour leur montrer de la manière dont on met une ceinture de sécurité de manière optimisée et sécurisée. Donc si vous permettez, je vais prendre quelqu'un et on va leur montrer comment on met une ceinture de sécurité. On va voir la cinétique de choc, on va tout voir. D'accord? Allez, c'est parti. Alors là, juste 2 petites secondes parce que sur notre conducteur, malheureusement, on avait noté pour la voiture tonneau et après on aurait du coup l'atelier réflexo. C'est juste une histoire de 5 minutes pour avoir au moins juste quelques petits plans. C'est le mieux. Merci beaucoup. Donc vous allez voir tout de suite la thématique de cette voiture. Ça va être vibrant. On va juste voir après les avis des participants qui ont fait cette voiture. Et n'oubliez pas, vous avez un chat qui est toujours ouvert. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On les transmettra aux animateurs et animatrices des ateliers qui pourront y répondre en direct. Là, ce que nous pouvons voir, juste une personne qui rentre dans le véhicule. C'est important de pouvoir mettre sa ceinture parce que normalement, quand on est dans un véhicule, on met sa ceinture. Si on ne met pas sa ceinture, déjà, on risque d'avoir des points en moins, un accident pas sécurisé. Déjà, si on veut un accident, je ne pense pas que tout le monde veut un accident, mais le port de la ceinture est ultra important. Et si vous me voyez, c'est encore mieux. Et là, ce que je vais faire, c'est certainement tendre le micro à Xavier, comme ça au moins, on pourra vous entendre. Donc j'étais en train d'expliquer à Dylan, on va se parler puisque la voiture est fermée, donc on va se parler par geste. Dylan, je vais te faire ça, tu me dis ça va, tu fais le même geste, ça va pas, tu fais le geste en bas. On ne se détache pas, on ne sort pas de la voiture sans que l'animateur soit venu te chercher. On va te montrer que la voiture te tient en sens vertical et en sens horizontal. Tu es prêt? Je viens te chercher à la fin de l'expérience. Alors là, ça commence. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton, lever un levier et la voiture, elle tourne. Et comme vous pouvez le voir, elle tourne vachement fort. Alors pour les personnes qui n'ont jamais eu de tonneau, je peux dire que c'est assez impressionnant. À l'intérieur, vous pouvez très bien voir des boules en plastique, bien entendu. Elles ne sont aucunement dangereuses. Et il suffit juste de donner exemple sur différents objets qu'on pourrait trouver dans la voiture lors d'un accident, des verres brisés, des objets, des sacs à main, des portefeuilles, peu importe. Là, on voit que la voiture est arrêtée. Et du coup, le micro. Et on va donner tout de suite le micro à Xavier, comme ça on l'entendra beaucoup mieux. La voiture, quand elle tourne, il y a un certain nombre d'objets qui sont représentés par des balles qui vont en fait se promener dans la voiture. Ce sont tous les objets qui ne sont pas arrimés dans le véhicule et qui, avec la vitesse et avec le tonneau, vont venir se projeter soit sur le conducteur, soit sur les vitres. D'accord, merci. Et voici, l'atelier tonneau est terminé. Et d'ailleurs, je vais quand même lui poser une question pour savoir comment il a-t-il vécu ce moment. Alors, juste, j'ai une petite question pour vous. Nous sommes en live Twitch, ok? Et nous avons totalement vu, que ce soit nous et les viewers, tourner dans une petite conserve avec pas mal de boules de couleurs. Et on voulait savoir qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce que vous avez pensé, quelles sont les sensations que vous avez eues. Un peu de peur. Et franchement, vaut mieux. En fait, faut être. Je
pas par contre. En fait, il faut avoir du courage pour faire ça. Du courage, ok. Ouais. Et je pense que personne d'autre n'a envie d'avoir des tonneaux dans sa vie. Et je pense que c'est un bon exercice pour se rendre compte que le port de la ceinture est obligatoire et pour notre sécurité. Et que souvent mettre la ceinture sous le bras, ce n'est pas la meilleure des solutions. En tout cas, je vous remercie d'avoir au moins répondu, avoir fait l'effort de répondre à cette question. On vous a pris un peu au dépourvu, mais c'est le jeu du live. C'est bon. Passez une excellente journée et bon forum. Merci, vous aussi. Alors, ce qui va être quand même assez sympathique, c'est que nous rejoignons maintenant Anaïs pour l'atelier Réflexo. Passage sur simulateur et en plus de ça, pédagogie sur différentes conditions physiologiques. Et d'ailleurs, physiologique, j'ai mis énormément de temps pour le répéter dans ma tête. Et influence, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur l'atelier Réflexo, animé par la structure Vigiroute Plus Sûr, par Xavier Legal. Bonjour. Bonjour. Du coup, tenez le micro. Eh bien... Rebonjour. Rebonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va depuis tout à l'heure. Et du coup, j'aimerais savoir en quoi consiste votre structure et cet atelier notamment. Alors, c'est un appareil qui va nous permettre en fait de mesurer les réflexes, les distances parcourues pendant le temps de réaction, les distances parcourues pendant les temps de freinage, de manière à pouvoir leur montrer que le temps d'arrêt d'un véhicule, c'est le temps parcouru pendant le temps de réaction, plus le temps parcouru pendant le freinage, c'est-à-dire distance parcourue pendant le temps de réaction, plus distance parcourue pendant le temps de freinage, c'est-à-dire que les deux s'additionnant, c'est l'arrêt total du véhicule, c'est la distance d'arrêt total du véhicule. Mais vous allez mieux comprendre quand vous allez le voir à l'écran. Donc, je vais m'adresser aux jeunes, si vous permettez, qui sont là. Hein. Donc, on va travailler ensemble donc, sur les distances de sécurité. Alors, venez là, parce que derrière, vous verrez absolument rien. Venez là. On va désigner un volontaire d'office, toi, par exemple. Tu vas t'asseoir. Et vous avez vu, on sait qu'il s'appelle Ethan. D'accord? Donc, tu as vu que tu as un pédalier. Donc, pédale de droite, accélérateur. Pédale du milieu, frein. Pédale de gauche, embrayage. On va juste, nous, avoir besoin de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein. Donc, là, quand tu vas accélérer, tu vas avoir une vitesse. Je ne la connais pas, elle est aléatoire. D'accord? Alors, attends, hop. Non. Celui-là, il reste toujours à sa place. Laisse-moi te donner l'explication jusqu'au bout. Donc, quand tu vas accélérer, ici, la vitesse va monter. Je ne connais pas, je suis comme vous, je ne connais pas la vitesse, d'accord, à laquelle elle va se stabiliser. La vitesse va se stabiliser. Et à un moment, vous allez voir un affichage stop qui va apparaître. Là, on va passer le pied de l'accélérateur sur le frein. On va tenter une première expérience. On y va. Allez, c'est parti. Parfait. Il a écrasé la pédale de frein. Vous voyez qu'ici, il a réagi en 0,49. Donc, 0,49, ça correspond à une demi-seconde. D'accord? Donc, on va recommencer l'exercice, puisque c'était le premier. D'accord? On va recommencer. Donc, tu recommences à accélérer. Alors, attention à ne pas trop défoncer les pédales. On est à 80. Vous voyez que là, on a recommencé l'exercice, donc j'ai rendu encore plus vigilant. D'accord? Vous voyez qu'on a augmenté, d'accord, la rapidité du temps de réaction, puisqu'on est descendu à 0,38, correspondant à environ un tiers de seconde. Pendant ce tiers de seconde à 80 km/h, d'accord, regardez, le temps que le cerveau transmette, l'œil transmet au cerveau, le cerveau transmet au pied, d'accord, tu vas avoir fait 9 mètres. Juste ce temps-là. C'est-à-dire que 0,3, ça fait ça. Pendant ce temps-là, il va avoir parcouru 9 mètres. On va remettre la machine en route. Je vais vous montrer la deuxième problématique qu'on rencontre en conduite.
Vous le savez tous, qu'à partir du moment où on va rentrer en vitesse, on a le champ visuel qui va se réduire. Je vais vous le montrer, venez ici. Venez tous devant moi. Alors on va peut-être se mettre là-bas, ce sera plus pratique. Mettez-vous en ligne ici. Mettez-vous en ligne devant moi ici. Par contre, j'ai... Alors, vous écartez les deux bras, ça va être compliqué avec le micro. Alors, vous écartez les bras comme ça. Les paumes des mains vers le haut. Les doigts vers le haut. D'accord? Les doigts vers le haut. Voilà, les doigts, comme ça. Bougez vos doigts. Vous ne me regardez pas moi, vous regardez face à vous. Est-ce que tu vois tes doigts? Tu vois pas tes doigts? Avance l'autre main en même temps. Tu les vois là? Tu les vois? 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 Ça veut dire quoi? Alors il y a un monsieur hier qui m'a dit, là je les vois. Je dis là c'est normal, d'accord? Ça veut dire qu'on a tous potentiellement un champ visuel de 180 degrés. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à partir du moment, vous pouvez descendre les bras, à partir du moment où on va rentrer dans le phénomène, ce qu'on appelle vitesse, le champ visuel va se réduire. On va faire une petite expérience, et oui, plus on va aller vite, plus le champ visuel va se réduire. On va faire une petite expérience. Je vais demander à madame, s'il vous plaît, de venir près de moi. Stop, mettez-vous là, s'il vous plaît. Et quand je vous le demanderai, vous traverserez comme ça. Regardez. Alors, je ne vais pas pouvoir garder le micro. Je vais le donner. Ok. Regardez maintenant, je vais être à 90 km/h. 90 km/h, je dois avoir environ... Ah, attendez, ils vont me prêter un micro-cravate? Oui. Je peux pas. Si vous voulez, je vous le dis. Donc regardez, je vais avoir ici 90 km/h. Donc mon champ visuel va se réduire à 70 degrés. Regardez, mon piéton va passer. Avance, 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 avance. Hop! Regardez, mon piéton, je viens de l'apercevoir juste maintenant. Donc ça veut dire que ma distance s'est énormément réduite et que là, j'ai une grande chance de le percuter. On va faire la même chose à 130 km/h. Regardez, 130 km/h, attention à toi. Non, reste là. J'ai plus que 30 degrés de champ visuel. D'accord? Donc, si vous voulez bien un peu courir, regardez, on y va. Regardez, regardez. Hop! Là, elle apparaît au dernier moment. Je n'ai absolument plus la distance. Je suis à peu près sûr de percuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi c'est autorisé à rouler à 130 km/h sur l'autoroute? Bah regardez, on a 30 degrés de champ visuel. 30 degrés de champ visuel, on a une barrière à droite, une barrière à gauche, et on circule dans le même sens de circulation. Donc on va à peu près avoir tout ce qui nous permet d'identifier ce qui roule à côté de nous ou devant nous dans notre champ visuel. Par contre, dès qu'on va descendre sur National, on va vous demander de ralentir. Pourquoi on va vous demander de ralentir? Parce qu'en fait, on va vous demander d'élargir le champ visuel. Parce que là, on ne va plus être en monosens de circulation, mais en double sens de circulation. Et que là, on peut avoir une route qui arrive de droite, une route qui arrive de gauche, avec tous les épiphénomènes qui peuvent survenir de droite et de gauche. Est-ce que c'est clair? Ça veut donc dire que on va élargir le champ visuel en diminuant la vitesse. Ce qui va pouvoir nous permettre d'anticiper. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer le temps de réaction et le temps de freinage. Est-ce que c'est clair? C'est clair? On retourne sur la machine là-bas. Ça marche? Alors on a Jean-Jacques comme assistant. Alors là, on a le top du top. Donc remettez-vous derrière. Donc, regardez, on va faire exactement la même expérience. Il marche pas? On va faire exactement la même expérience que tout à l'heure. Si vous voulez bien revenir.
Allez, si vous voulez bien revenir jusque-là. Alors, on va demander à Ethan, je crois. On va demander à Ethan de faire la même expérience. Allez. Ça tombe parfaitement bien. Stop, on ne touche plus à rien. Regardez. En ville, vous avez des zones à 50 km/h. Vous avez des zones à 30 km/h. On va prendre un exemple assez simple. Regardez, j'ai mon bus qui est garé à droite. Il y a Jean-Jacques qui est ici, d'accord? Et Jean-Jacques est avec moi. Je suis au volant. Jean-Jacques est mon passager. Et juste ici, là, on a un bus. On a un bus qui mesure 13 mètres de long qui est garé sur la droite. Et comme ça peut arriver de temps en temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On risque d'avoir ou une mamie qui descend du bus ou un enfant qui descend du bus et qui va, d'accord, traverser forcément sur le passage piéton qui est devant le bus. Regardez, mon bus, je vous rappelle, mesure 13 mètres. À 40 km/h, en réagissant en 0,39, je vais faire 5 mètres pendant le temps de réaction, 8 mètres pendant le temps de freinage, je vais m'arrêter juste à 13 mètres. Ça veut dire que si, ne serait-ce que j'ai un temps de réaction un tout petit peu plus élevé, je percute le piéton qui est à 13 mètres. Regardez maintenant pourquoi il existe des zones 30. Si je descends à 30 km/h, regardez, je suis toujours en 0,39, le temps de réaction d'Ethan. Je fais 4 mètres pendant le temps de réaction, 4 mètres pendant le temps de freinage. Je m'arrête à 8 mètres. Et là, j'ai une vraie zone de sécurité par rapport aux piétons qui risquent de traverser. Voilà pourquoi existent les zones à 30 km/h. Mais regardez maintenant, on va mettre à 130 km/h. On va toujours garder le temps de réaction d'Ethan parce qu'il est intéressant. Tiens, vous vous rappelez les 80-90 km/h? Bah regardez, on va vous l'expliquer. 80 km/h. Si c'est Ethan qui conduit, regardez, 9 mètres parcourus pendant le temps de réaction, 31 mètres parcourus pendant le temps de freinage. Ethan va s'arrêter à 40 mètres. Regardez maintenant à 90 km/h. 11 mètres, puisqu'on va plus vite, donc une distance plus longue parcourue pendant le temps de réaction. 40 mètres, évidemment, elle a augmenté aussi, puisqu'on va plus vite, donc ça va être plus long et plus lent à l'arrêter. On va s'arrêter à 51 mètres. La différence entre 80 et 90 sur le temps de réaction d'Ethan, c'est 10 mètres. Voilà pourquoi on a passé les routes de 90 à 80 km/h. Est-ce que c'est clair pour vous? Regardez maintenant. Et je ne suis pas sûr, et vous serez d'accord avec moi, qu'entre 80 et 90 km/h, on soit entre 40 et 50 mètres de la voiture de devant. Voire même, ça n'arrive jamais. Le problème, c'est que mathématiquement, si jamais on n'est pas à 40 mètres de la voiture devant, si elle freine à 90 km/h, vous rentrez dedans. C'est mathématique. Vous avez pu voir en direct l'atelier Réflexo avec Anaïs précédemment. J'ai maintenant avec moi plusieurs participants du forum, mais justement, une petite info, il y a eu un problème technique précédemment encore, donc ne vous inquiétez pas, on est là, toujours là, une équipe dure à cuire. Bref, j'ai des questions, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Alors, la première, j'ai des cheveux dans la bouche, je Suzette. Qu'avez-vous découvert sur le forum prévention sécurité routière mobilité? On a vu l'atelier Laval avec les gendarmes. Violence routière, vous voulez dire? Ils nous ont un peu expliqué ce qui se passait, les infractions, etc. à éviter. Ils nous ont beaucoup sensibilisé sur les drogues, à ne pas prendre au volant, surtout pas. Et voilà, après, on a fait plusieurs ateliers, les pompiers aussi, sur la prévention. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu le plus en tout cas. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Je veux revenir sur ce qu'il a dit, déjà sur les problèmes qu'on peut avoir avec la sécurité routière et surtout derrière on peut le voir avec la machine, donc le simulateur en fait de tonneau qui vraiment met en conditions réelles et envisageables
que ce soit mentalement ou physiquement, on a vraiment les conditions aptes et c'est percutant. Qu'une ceinture de sécurité, c'est vraiment important de la porter et c'est pas juste un accessoire lambda, il faut bien se positionner, des choses comme ça. Donc c'est bien. Donc pour vous, c'est un forum régional sécurité routière qui est quand même primordial pour tout le monde. Et est-ce que vous pensez que ce forum pourrait être encore plus grand pour que des personnes qui n'ont pas accès justement à ça puissent le connaître? Moi je pense que oui, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, parce que certes c'est une liberté d'avoir une voiture, mais il faut aussi comprendre que derrière tout ça, il y a des enjeux, il y a des personnes autour, que ce soit 2 roues, 4 roues, 3 roues, voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte et c'est pas que individualiste. Une voiture c'est bien, on peut faire le kéké, mais ça coûte cher, il y a de l'argent à investir, il y a beaucoup de choses. Il faut prendre tout ça en compte, comme l'alcool, les drogues, voilà, faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut respecter et puis voilà, pas emmener tout le monde en vacances et faire la Java dans la voiture. On sait très bien que ça c'est connu, mais non, il y a des choses vraiment respectées et au moins c'est bien, ça fait un rappel. Et je pense même pour les personnes qui perdent leur permis, à la place de faire des stages aussi, de peut-être revenir en insertion pour se remettre plus en adéquation et pouvoir partager avec les professionnels davantage. Très bien. Et pour vous, et comme pour vous, mademoiselle, est-ce que vous avez fait le tonneau, la voiture tonneau? J'ai pas encore fait le tonneau, je vais peut-être le faire après, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas fait le tonneau, j'aimerais bien, mais pas trop en même temps. Comment vous prévoyez ce genre d'expérience? Franchement, je sais pas, je vais aller au feeling, hein, s'ils me disent d'y aller, je vais y aller. Mais toi, je crois que tu l'as fait, non? Ouais, je l'ai fait. Et voilà. Eh ben parfait, nous allons retrouver... Ah ben parfait, je vous remercie, je suis tellement désolée. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions sur le live Twitch et nous pourrons y répondre. En tout cas, pas moi personnellement, mais si besoin, oui. Mais sinon, les animateurs et animatrices des ateliers pourront le faire en direct. Nous allons retrouver Anaïs pour un dernier atelier qui traite l'alcoolémie. Un sujet très sérieux qui parle de simulation des effets sur le comportement piéton avec des lunettes spécifiques. C'est juste après ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'atelier alcoolémie animé par Madame Mariotti Valérie de la préfecture, c'est ça? C'est ça, bonjour. Eh bien, est-ce que vous pouvez présenter votre atelier? Voilà, donc en fait ici on va parler d'alcoolémie, mais surtout d'alcoolémie au volant lorsque l'on conduit. Donc reprendre un peu ce que dit la loi, et savoir un petit peu ce que les jeunes pensent par rapport à leur code de la route, etc. S'ils savent jusqu'à quel taux ils doivent boire pour pouvoir conduire derrière. Et après, une fois qu'on a rappelé un petit peu les règles, on teste avec des lunettes qui simulent l'état alcoolisé, un petit parcours pour montrer les effets de l'alcool lorsque l'on conduit. D'accord. Et du coup, pourquoi des lunettes? Ce sont des simulateurs en fait. C'est des lunettes conçues spécialement, étudiées pour simuler les états de l'alcool. Alors au volant là pour conduire, mais simuler un taux d'alcoolémie. Une paire de lunettes à 0,4 grammes par litre d'air expiré et une autre paire à 0,8. Voilà, 4 doses barres et 8 doses barres. On va expliquer un petit peu les doses aussi tout au long de l'atelier. D'accord. Bien, merci. Vous pouvez commencer l'atelier. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Valérie du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Ici, on va parler d'alcool. D'alcool quand on conduit. Lorsque vous faites la fête, que vous ne conduisez pas, profitez. Donc, déjà, juste pour savoir qui a son permis de conduire. Donc, il y en a quelques-uns. Les autres ont déjà leur code ou vont le passer. Voilà. Donc, vous avez commencé un petit peu... Est-ce que vous connaissez ce que dit le code de la route, donc la loi par rapport à l'alcool au volant, en tant que jeune conducteur ou en tant que conducteur confirmé? Est-ce que vous connaissez les taux autorisés, jusqu'à combien?
Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu. 0,25. Quand on souffle dans le sang... D'accord, merci. Quand on souffle, 0,25, donc pour les conducteurs confirmés ou pour les jeunes conducteurs? Confirmés. Les jeunes conducteurs, ils doivent pas boire. Alors, il y a un taux, un certain taux autorisé. Les jeunes conducteurs ne doivent pas boire, non? C'est pas 0,0, il y a un petit taux autorisé. Je crois qu'il y a peut-être 0,10 ou 0,20. 0,10. Ouais. Alors c'est 0,10 quand on souffle, donc par litre d'air expulsé, et 0,20 dans le sang, voilà, quand on fait une prise de sang. C'est deux façons différentes de calculer le taux d'alcool, mais c'est équivalent. Donc c'est 0,10 ou 0,20 pour les jeunes conducteurs et 0,25 ou 0,50 voilà, pour les conducteurs confirmés. Juste, qu'est-ce qu'il faut boire pour être à ces taux-là? Est-ce que vous savez un petit peu quantifier votre façon de boire en fait et savoir à combien vous êtes si bien sûr vous devez conduire derrière? Alors 0,10 par exemple, ça équivaut à quoi? Un verre. Je veux boire un verre de whisky, je peux? D'accord. Donc je bois de la bière, je bois un verre de bière. Je bois du whisky, je bois un verre de whisky. Les quantités sont les mêmes dedans? Ah mais oui, mais alors un verre c'est quoi pour toi? Ah donc quand tu es en soirée, tu dois conduire derrière, comment tu détermines ton verre? Tu sais pas. Qui sait? Même plus proche, je sais pas. Donc qui sait un petit peu? 0,10, à quoi ça correspond? En fait, on parle de... Non, il y a un truc avec les pourcentages. Ah, 0,10 ouais. Les degrés d'alcool. De verres normaux? Pas du tout. Pas du tout, c'est trop. Ah, beaucoup trop. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, on parle de dose bar. Donc en fait... 0,25 centilitres. Ou 0,10? 0,10 équivaut à un verre, quel que soit l'alcool que l'on consomme. C'est-à-dire 25 centilitres de bière équivaut à 0,10, une dose bar. 10 centilitres de vin, pareil. Après, quand en soirée, vous buvez peut-être de la vodka ou je sais pas, voilà. L'alcool fort, c'est 3 centilitres. Donc 3 centilitres, c'est un petit shot, pour ceux qui savent. Donc en fait, un shot, normalement, c'est 4 centilitres. C'est à l'université, ils m'ont dit ça. Hein. Donc 4 centilitres, vous êtes déjà au-delà de 0,10. Donc c'est beaucoup trop par rapport à votre taux autorisé. À partir de 0,10, on vous enlève le permis si on vous arrête. Je ne parle pas d'accident, je parle juste de la sanction. Donc après, quand vous êtes conducteur confirmé, c'est 0,25. 0,25, c'est 2 doses bar. Quel que soit l'alcool que vous consommez, vous avez droit à 2 doses. Après 0,5, ça dépend des corpulences, hommes, femmes, grands, costauds, petits. Voilà, là on parle vraiment de moyenne. Ça dépend de la corpulence. Ça dépend de la corpulence, ça dépend homme-femme aussi. On n'est pas égaux face à l'alcool, à l'absorption de l'alcool dans le sang. Même à poids égal, moi qui suis grande, un peu costaud, à poids égal avec un homme, mon taux d'alcool va grimper beaucoup plus rapidement que celui d'un homme. Et descendre aussi plus lentement par contre. D'accord? Donc voilà, pour les doses, voilà. Juste, quand vous êtes en soirée, par exemple, vous consommez de l'alcool, vous savez que vous devez conduire pour rentrer chez vous. Par exemple, 2 h du matin, vous avez déjà consommé 4 doses, donc vous êtes à 0,4, 4 bières, 4 whisky, etc. Et vous devez rentrer chez vous. Comment faites-vous pour calculer un petit peu le temps de repos nécessaire pour que votre taux redescende et pouvoir rentrer chez soi en sécurité? 2 à 3 heures. 3 heures. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Après le dernier verre? Ouais.
Moi, je pense que à la fin du dernier verre, par exemple, je crois que... Tu as bu 4 doses, par exemple. En fait, en fonction de la dose que tu as pris, je pense que il doit y avoir un taux par heure ou quoi pour atteindre un taux suffisant pour pouvoir reprendre le volant. Exactement. Donc, on va toujours parler en moyenne. On ne fait pas de cas particuliers. En moyenne, votre dernier verre avalé, vous attendez demi-heure. Le pic d'alcoolisation se fait au bout de demi-heure. Donc, demi-heure après, votre taux d'alcool dans le sang va atteindre son maximum. Puis après, à partir de ce moment-là, toutes les heures, vous allez évacuer en moyenne une dose. Donc vous avez bu 4 doses pour pouvoir reconduire en tant que jeune conducteur. Vous allez attendre à peu près 4 heures. Vous pouvez boire, vous pouvez manger, boire de l'eau, manger, etc. Votre taux d'alcool dans le sang ne va pas changer. Juste le temps passé qui fera que vous allez évacuer l'alcool. D'accord? Donc si par hasard vous me dites je dors dans la voiture 1 heure, au bout d'1 heure je me sens mieux et je repars, si vous avez 4 doses, 1 heure ne suffira pas. Vous serez toujours positif. Vous vous sentirez mieux, vous aurez dormi 1 heure, vous serez moins fatigué, mais votre taux sera toujours élevé. D'accord? J'ai une question. Je vous en prie. Est-ce que si admettons, on veut que l'alcool il monte moins vite, on a le droit de... Après, je ne sais pas si c'est bon, mais si on boit un verre, on mange, et après on se dit il va monter moins vite. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, ça va s'étaler sur le temps. Voilà. Et c'est vrai que si tu enchaînes pas les verres les uns derrière les autres, petit à petit, au bout de demi-heure, ton taux d'alcool... C'est exactement la même chose que je te disais tout à l'heure. Si tu attends ta demi-heure, ton taux d'alcoolisation sera au maximum. Si tu attends encore 1 heure, tu vas reperdre ta dose. Si tu rebois qu'au bout d'1 heure et demie, en fait, tu repartiras pratiquement à 0 à chaque fois. Après, dans une soirée, attendre 1 heure et demie entre chaque verre, voilà. Après, à toi de calculer. Après, bien faire attention à vos doses. Si c'est vous qui vous servez, automatiquement, les doses seront beaucoup plus importantes que les doses bar qu'on vous sert dans le commerce. Donc, toujours faire très attention à ce que vous mettez. Parce qu'un verre de whisky, c'est 3 centilitres. 3 centilitres, alors on n'a pas mené aujourd'hui les doses réelles, mais c'est très très peu. Donc si vous vous servez, automatiquement vous avez 2 ou 3 doses dans un verre. Bien en être conscient de ça et calculer en fonction. D'accord ? Donc on va passer à des petits tests. Donc on a des lunettes qui simulent l'état alcoolisé à différents taux. Donc une paire de lunettes qui simule l'état à 0,4 ou 0,8 dans le sang, donc 4 doses bar. Et la deuxième paire à 8 doses, donc 0,8 ou 1,6 g dans le sang. Et 8 doses, 8 shots, 8, vous savez que 8 bières, ça fait 2 litres de bière. Hein. 2 litres de bière, vous avez 0,8 dans le sang. 0,8 par litre d'air expulsé et 1,6 g dans le sang. Je me trompe, Patrick, c'est ça? Voilà. Donc 2 litres de bière, 1,6 g dans le sang. Oui, parce que c'est moi qui fais les retraits de permis. C'est ça. Monsieur EPM à l'Île-sur-Sorgue. Ah, d'accord. C'est ça. Le seul moyen pour éventuellement que ça pour le dos, c'est de se faire une transfusion et de changer ton sang. C'est tout ce que tu peux faire. Non, mais ça, c'est une mais non. Alors, entre les gens qui disent je mets du coca dans mon whisky, ça fera diminuer le taux, c'est non. Tu peux prendre 1,5 litre de coca avec ton verre de whisky, tu auras toujours le même taux dans le... Voilà. Ça passe dans le sang et ça restera dans le sang. Le seul moyen pour éliminer, mais c'est vraiment le top du top, c'est de transpirer. Donc faire une course de 10 km pour transpirer, voilà, intensif, et d'éliminer, de boire et d'éliminer par l'urine pour évacuer, mais tu vas perdre très peu sur le taux d'alcool. Et puis en fin de soirée, un bon footing, je doute. Un match de foot, c'est bon. Oui, mais à 4 h du matin, j'en vois pas beaucoup. Donc, on va tester les lunettes. Vous vous sentez? À part qu'il y ait d'autres questions? C'est bon? Non, c'est bon. Allez, on continue, on verra après par la suite. Donc, on va commencer par les lunettes à 0,4. 4 doses d'alcool, je me répète. 1 litre de bière. 4 petits verres de vin. 4 petits whisky, etc., etc. OK? Qui commence?
Allez, go. Donc, je vais remettre un peu le parcours. Allez, bien. Donc, départ, tu sors de ta soirée. Donc la route, ce sont des piétons, des cyclistes au bord de la route qui promènent. Gentiment, tu les évites. Tu ne leur fais pas de mal. Tu respectes le code de la route. Ça, c'est un passage piéton. Maman, bébé, poussette qui traverse, tu enjambes. Et tu arrives chez toi. En vie ou pas? Ça, c'est une autre question. Allez. Donc, je rappelle 4 doses. On y va. Sur la route, jeune fille. Très bien. Madame maîtrise. Ah ouais. Pas mal. Tu refais ça. Ça me donne envie de boire. Donc, on va reboire un verre ensemble. Enfin, 4 verres ensemble. 0,8. 1,6 g dans le sang. 2 litres de bière. Alors, on ne fait pas un concours, hein, c'est vraiment pour montrer les effets. Attention. Donc, sortie de route. Bim, un piéton. Cédez le passage. Stop, regarde où sont tes pieds, s'il te plaît. Voilà. Quand tu vois un stylo par terre, tu le ramasses, si tu le vois. C'est pas un stylo, mais c'est pas grave. Tu es en sortie de route. Vous avez vu les distances, les distances, comment elles sont faussées? Bon, c'est pas mal. Madame maîtrise à peu près. Non, mais... Après, c'est vraiment une question d'équilibre. Voilà. En fait, là, les lunettes sont vraiment une simulation. Vous n'êtes pas du tout alcoolisé. Votre cerveau détecte un problème visuel et donc il essaye de compenser par l'équilibre pour ne pas tomber, pour essayer de rester en équilibre. Lorsque vous êtes réellement alcoolisé, donc sans lunettes, votre cerveau est aussi alcoolisé et là, il ne détecte... Le cerveau n'envoie plus aucun message d'erreur à votre corps. Et là, vous pensez être bien. C'est pour ça que quand on a bu de l'alcool, déjà, on se sent très bien. Et comme on n'a aucun message d'erreur du cerveau, on pense qu'on est en état normal. Et c'est là que souvent on dit, mais non, je maîtrise, je conduis, je me sens bien. Alors que pas du tout. On aurait pu essayer 0,8. Oui, non, mais vous les avez essayés, non? Oui, vous avez fait les 2 paires, pardon. Allez, on teste? N'importe. Go. On va tous y passer. Donc 0,4. Pardon. Ah ben oui, tu es sur la route, tu conduis. Tu devrais même avoir le volant dans les mains. Si tu veux, exactement. Ah. Très bien. Waouh. Petite sortie de route. Quasiment rien. Après, s'il y avait un petit en vélo à ce moment-là, c'est quasiment rien, mais... Mais ça fait mal quand même. Ah oui. Alors, on reboit quelques verres ensemble. Voilà, jeune homme. Moins rigolo. Combien tu envoies? 2 routes? Oui. 2? 2 routes. Oui, 2 routes. Allez, sur la route, c'est bien. Pense à ton volant. Bim, un piéton, sortie de route. Donc tu penses au stylo dès que tu le vois. Que oh. Donc vous avez vu, là il y a accident.
Bien. Donc à savoir qu'on n'est pas du tout égaux face à nos réactions. Alors déjà face à l'alcool, certains vont avoir mal à la tête beaucoup plus rapidement ou perdre l'équilibre beaucoup plus rapidement que d'autres. Après, il y a une question aussi d'accoutumance. Donc on n'est vraiment pas égaux à la façon dont on réagit. On essaye? Qui tente? Allez, n'importe. Vous pouvez garder les lunettes si vous le souhaitez. Vous faites doucement, ça passe. Allez, départ. Ouais, j'avoue que c'est perturbant quand même. Un piéton. Je suis à combien? 2 piétons. 3. Voilà. Un exemple, monsieur maîtrise un peu moins sa façon de conduire sous alcool. On lève la jambe quand même, hein, on passe pas à côté. « 0,4. Ok, là, attention à tout le monde qui est mort. Hein. Je remets les morts en place, un instant. Ouais, ça va. Donc 0,8. Vous êtes à 8 doses bar, 1,6 g dans le sang. Oui, donc là vous avez tué une personne. J'ai jamais été comme ça, moi. Oui, mais vous avez déjà bu 2 litres de bière? Allez, répondez. Sortie de route. Et dans la forêt. Stop, regardez où vous êtes. Vous pensez être arrêté au stop là. Regardez. Vous avez vu? Les distances sont complètement faussées. En fait, on pense toujours que l'obstacle est un peu plus loin. Bim, il est mort. Voilà. Voilà. En vrai, c'est chaud. Je sais pas comment vous avez fait. On n'est pas du tout égaux face à ça. Vous avez vu, eux sont super bien arrivés. Après, c'est pas un concours. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais c'est très compliqué, c'est une Je remets le parcours en place. Ah, fais-le, tu verras. C'est vraiment particulier. Petite question, quand vous sortez en soirée, en boîte, etc., comment vous rentrez? À pied? Pas toujours. Vous n'êtes pas toujours à côté de votre soirée ou lorsque vous êtes alcoolisé. Après, Il faut rentrer à pied ou alors, si tu n'as pas bu, tu prends le volant. Sinon, tu ne prends pas le volant. Ou tu dors chez la personne. d'accord. Mais dans les vrais cas, réellement, juste comme ça, entre nous, comment ça se passe? Est-ce que vous prévoyez avant de partir un SAM? Est-ce que vous savez que vous allez appeler papa-maman derrière? Est-ce que comment ça se passe? En temps réel, comment vous le réfléchissez? Ça dépend si on a prévu, par exemple, normalement à l'avance, si on va en soirée ou si on est avec des amis, on est censé prévoir un SAM. Et non, il y en a, ils le font. Bon, il y en a non, mais bon voilà. Et après, si on est seul, c'est plus compliqué. Mais alors, on appelle quelqu'un et qui vient nous chercher ou il y a un ami, il est là. Est-ce que vous et le dit, faites réellement? Moi, je n'en ai pas eu besoin parce que je bois pas, mais oui, tout à fait. Des amis, oui. De plus en plus, c'est vrai. Elles sont plus sensibilisées à avoir un SAM en soirée. Exactement. Que notre génération. Tout à fait. Après, moi, c'est vrai que bon, j'ai des enfants en âge de sortie. Mon fils a 24 ans, il sort énormément. C'est vrai que je rabâche, moi, depuis longtemps, puisque c'est mon métier, les règles de sécurité, mais ils ne partent pas sans un SAM. Ouais. Et une fois tous les mois, il me dit, ce soir, je ne bois pas, je suis SAM. C'est ça. Voilà. Donc, Ils sont après, mieux éduqués je sais pas que comment nous. vous faites, vous? Il y a toujours un SAM avec vous aussi? La plupart du temps, il y a un SAM, sinon on dort chez la personne là où on a fait la soirée. Quoi. Tout à fait. C'est le plus simple de. Ah oui, dormir quand c'est en sur le soirée chez canapé, quelqu'un, sur bien la sûr. chaise, voilà. D'accord. On continue? Qui teste? Hop. Allez, on commence 0,4 comme les autres.
Ça va? C'est chaud quand même. Sortie de route. C'est dès le passage, c'est bien. Donc on regarde à droite à gauche. Tu restes sur la route s'il te plaît? C'est mieux. Tu la vois quand même? Bim. Mon bébé. J'en ai plus depuis ce matin de bébés. Ils sont tous morts. Hein. J'avais un stock, mais bon. Parfait. Enfin, parfait. Allez, on reboit quelques verres. 0,8, toujours pareil. 1,6 g dans le sang. Tiens, remets. Tu peux, s'il te plaît, remettre droite. Tiens. Allez, on accélère un peu. En général, dans les suspensions, quand il y a des suspensions alcool, il y a souvent la vitesse qui est liée. Parce que lorsque l'on est alcoolisé, on ne maîtrise plus sa vitesse et on a la peur qui n'est plus présente. Sur la route, s'il te plaît. Merci. Ça va? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, il y a la visibilité, elle est bien réduite. Et on ne s'imagine pas qu'une personne peut vivre la même chose. Ah ben oui, mais... Alors souvent, moi qui travaille au pôle sécurité routière donc de la préfecture, moi je suis du côté prévention, nous avons le côté sanction. Et donc les collègues enlèvent les permis quand les forces de l'ordre vous arrêtent au bord de la route, vous enlèvent le permis pour alcool, stup ou vitesse. Nous on le reçoit à la préfecture et on prend un arrêté préfectoral de permis. Le plus haut taux qu'elles ont enlevé dans les 6 derniers mois, c'est 3,4 g dans le sang. Donc 3,4 g, c'est 17 doses. Donc la personne avait consommé 17 doses d'alcool. Donc je vous laisse calculer combien ça fait. 4 doses, 1 litre de bière. 17 doses. Eh bien, merci. Du coup, je voulais vous remercier pour l'atelier et aussi à vous tous. Et c'est pour vous dire aussi qu'on se retrouve sur le e-forum régional sécurité routière juste après ça. Et merci à vous. Merci. Merci à vous. Nous arrivons maintenant à la fin de ce live. N'hésitez pas à aller dans la description pour avoir toutes les informations. Ce live a été réalisé par le service numérique de la mission locale du Luberon. Et en plus, Clément et Guillaume ont été chargés du cadrage. Stéphane Souris à la régie, juste derrière, pour la réalisation. Merci et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel événement. Vous pouvez retrouver la mission locale du Luberon. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Et j'espère que... Est-ce que tu as aimé, Souka? Moi j'ai bien aimé, mais on a aussi une question pour vous, Joël. Écoutez, on a passé une superbe journée aujourd'hui avec les jeunes de la mission locale, mais également les jeunes des autres missions locales de PACA. Aujourd'hui, plus de 150 jeunes présents qui ont fait le tour de nos ateliers. Ça a été véritablement une belle réussite. Tous nos intervenants sont très heureux d'avoir participé à tout cela. Ils reviendront l'année prochaine, et notamment avec nos cascadeurs favoris qui nous ont promis quelque chose d'encore plus percutant en termes de sensations et de sensibilisation à la prévention routière.
Donc encore une fois, moi je remercie tout le monde, les intervenants, les jeunes, les missions locales collègues, et on se donne rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.